Flambée des prix, explosion des dettes publiques, guerre en Ukraine, augmentation des taux, pénurie en tout genre et récession. Et puis maintenant, risque d'explosion de la zone euro. Bref, la situation est assez catastrophique. Et pour en parler, eh bien, j'ai avec moi Marc Toiti. Marc Toiti, bonjour. Bonjour François-Xavier, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Moi aussi. Donc Marc Toiti, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes économiste, vous êtes président du cabinet ACDFI, et puis vous avez écrit un livre qui paraît tout maintenant, tout récemment, qui est Reset 2. Et ce livre, il est vraiment au sujet de ce qui se passe actuellement, de ce qui va se passer, de la façon dont on peut s'en sortir. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir en interview aujourd'hui. Avec Donc plaisir. déjà, Marc Toiti, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? J'ai envie de dire, malheureusement, tout ça, c'est lié aux erreurs stratégiques de nos dirigeants depuis des années. Alors, en particulier également pendant la pandémie, c'était un petit peu l'objet de mon livre précédent qui était Reset. Je m'étais dit, on va avoir ce reset, c'est-à-dire que l'appareil ne fonctionnait plus avant la pandémie, il y avait des bulles, il y avait une dette publique qui flambait, etc. On va appuyer sur Reset, puis on va redémarrer peut-être sur des bassines. Et en fait, c'est pire. D'où effectivement ce Reset 2, parce que notamment, l'une des grandes conséquences de ces erreurs de stratégie, ça a été l'inflation. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que donc l'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine, comme certains veulent le laisser croire. L'inflation a commencé dès 2021, d'ailleurs je l'ai annoncé dès 2021, pour une raison simple, c'est qu'on a continué d'augmenter massivement la dette publique, et cette dette qui était financée par la planche à billets, donc on a créé une demande artificielle, alors que l'offre, c'est-à-dire la production, ne suivait pas. Et ça, c'est la règle de base de l'économie. Quand la demande est supérieure à l'offre, eh bien, mécaniquement, on a les prix qui augmentent. Et donc, c'est ce qui fait que l'inflation a augmenté dès 2021. Et pourtant, malgré cela, les dirigeants politiques, les dirigeants monétaires en France, en Europe, n'ont pas arrêté justement leur stratégie. On dit non, mais l'inflation, ce n'est pas grave, c'est temporaire, ça ne va pas durer. Grave erreur stratégique, grave déni de réalité. Ensuite arrive bien sûr la guerre en Ukraine. Et là aussi, on a fait une erreur stratégique qui ne date pas évidemment de cette guerre. C'est que les Allemands, déjà, il y a quelques années, ont arrêté complètement le nucléaire. C'était un choix souverain, il y a eu un référendum, et ils se sont rendus extrêmement dépendants du gaz russe. Ça veut dire que l'Allemagne était déjà plus dépendante du gaz, et à partir de là, 60% de son gaz venait de Russie. Donc évidemment, quand on décide de boycotter la Russie, c'est un problème pour approvisionner en énergie l'Allemagne. Et nous également, les Français, c'est un peu moins grave, parce qu'on a gardé le nucléaire, heureusement, mais on a quand même réduit de moitié notre capacité nucléaire. On a insuffisamment investi, ce qui fait qu'on est extrêmement dépendant de cette situation. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est dans une sorte de corner, une sorte de piège. C'est-à-dire qu'on a à la fois une inflation qui ne cesse de galoper, de flamber. On a parallèlement, comme la Banque centrale européenne ne peut plus financer notre dette publique parce qu'elle doit arrêter la planche à billets justement à cause de cette forte inflation, et bien à partir de là, les taux d'intérêt commencent à augmenter. Donc on a ce que j'appelle la triple peine, ça veut dire une inflation élevée, une récession qui arrive et des taux d'intérêt qui augmentent. Donc merci à nos dirigeants pour nous avoir amenés à cette situation assez catastrophique. Et surtout que c'était une situation qu'on voyait venir. Enfin, moi, alors, vous en parliez, moi j'en parlais dans mes vidéos. Les fermetures de centrales nucléaires, j'ai fait une vidéo, moi, en juin 2020, donc au moment où on a annoncé la fermeture de CSNI, pour dire exactement que les prix allaient augmenter, les prix de l'énergie allaient forcément augmenter parce que l'éolien, c'est 2 fois plus cher que le nucléaire, donc que ça allait fatalement augmenter et qu'on allait dépendre du prix du gaz, ce qui est le cas maintenant, qu'on allait avoir des coupures électriques parce qu'il y avait forcément des problèmes d'alimentation si on a arrêté le nucléaire. Enfin, et sur l'inflation, vous aviez alerté, d'autres économistes l'avaient fait, moi je l'avais fait dans mes vidéos, parce que mettre tout cet argent, le quoi qu'il en coûte, c'était une erreur. Bref, on voyait que les choses allaient arriver. Presque tout ce qu'on disait est arrivé, et on n'arrive pas à comprendre comment des hommes politiques qui quand même ont plus d'informations que nous, le président de la République est censé être un peu plus informé que nous, Oui. n'ont pas vu les choses arriver alors que c'était évident. Enfin, il n'y avait pas... Si vous voulez, moi ça fait 25 ans que je côtoie les dirigeants du pays, et malheureusement c'est toujours pareil.
on est dans le déni de réalité permanent. C'est-à-dire qu'alors ils veulent bien vous écouter, vous apporter la contradiction, puis après, au bout d'un certain temps, non, ils veulent plus, ils veulent qu'on vous leur disiez ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est ça le problème de beaucoup de conseillers, si vous voulez, beaucoup d'économistes, hein, c'est que malheureusement, ils suivent le troupeau et ils disent ce qu'on a envie qu'ils disent. Donc c'est là la difficulté. On est parmi les rares, et c'est d'ailleurs pourquoi votre chaîne YouTube marche bien, la mienne également, parce que justement, on est parmi les rares à dire la vérité. Et attention, c'est pas du French bashing de dire ça, parce que des fois on dit voilà, attention, vous dites que la France va mal, vous faites du French bashing, vous dites que la Russie va bien, vous êtes pro-russe, ça n'a rien à voir. C'est juste une réalité économique. Moi, je suis bien sûr pro-France, c'est-à-dire je veux que la France s'en sorte, je veux que nos entreprises s'en sortent, je veux que les citoyens français s'en sortent. Et ce qui est extrêmement dangereux aujourd'hui, c'est que à force de faire du déni de réalité, de ne pas dire la réalité, quand on est justement face à la réalité, alors là, les citoyens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a encore quelques mois, la présidente de la Banque centrale européenne, Madame Lagarde, disait non, non, mais l'inflation, c'est rien, ça ne va pas durer, c'est temporaire. Les dirigeants français disaient non, mais nous, ça va être les 30 glorieuses maintenant, vous voyez, on va écraser la Russie. Bon, attendez, mais encore une fois, on le savait depuis déjà plusieurs années déjà que la Russie était le premier exportateur mondial de gaz, premier exportateur mondial de blé, deuxième exportateur mondial de gaz, de pétrole, troisième exportateur mondial de charbon, etc. C'est pas nouveau tout ça, vous voyez. Alors là, on le découvre. C'est un peu comme pendant la pandémie, on a découvert qu'on était dépendant des importations de produits chinois. C'est incroyable, vous voyez. Donc, il faut que nous soyons devant le fait accompli pour comprendre. C'est ça qui est dangereux. Et moi, je n'arrête pas de le dire depuis des années. Je leur dis non, vous devez dire, on doit dire la vérité aux Français. Parce que sinon, ils seront prévenus. Mais là, aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce qu'on leur a dit qu'il n'y aurait pas d'inflation, puis l'inflation augmente. Alors attention, en plus, on a le fameux bouclier tarifaire. S'il n'y avait pas ça, alors là, l'inflation, elle serait comme d'ailleurs dans la zone euro. On est aujourd'hui dans la zone euro à 9,1% d'inflation. C'est un sommet historique. Pour l'instant, en France, on est autour des 6%. On va bientôt monter à 8% d'inflation. Mais s'il n'y avait pas le bouclier, on serait bien au-delà. Mais attention, ce bouclier a un coût. C'est autour des 25 milliards d'euros par an. Donc là, on va le prolonger en 2023, donc ça veut dire 50 milliards. Quand la dette publique, tout à l'heure, je disais, le taux d'intérêt augmente de 1 point, ça coûte 40 milliards sur 10 ans. Donc là, ça a augmenté de 2,5 points, ça veut dire plus 100 milliards. Oui, c'est des sommes complètement folles, mais ça, c'est l'un des problèmes, justement, du corona que j'évoque dans le livre. C'est-à-dire qu'effectivement, on a perdu l'échelle des valeurs. C'est-à-dire, là, on dit 100 milliards, 200 milliards, c'est pas grave. Parce que, justement, le quoi qu'il en coûte ne coûtait rien. Je vous rappelle que la dette publique a augmenté de plus de 550 milliards d'euros en 2 ans en France. Pourquoi, finalement? Pour que le PIB, aujourd'hui, de la France soit à peine le niveau qu'on avait en 2019, hors inflation. Donc, on n'a quasiment pas bougé, finalement, mais ça a coûté 550 milliards d'euros. Alors, jusqu'à présent, c'était financé par la BCE, donc ça ne se voyait pas. Le quoi qu'il en coûte ne coûtait rien, parce que c'était la BCE qui achetait cette dette. Maintenant, elle ne peut plus le faire, et donc les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Et c'est là où, effectivement, il ne faut pas se leurrer. Tout cet argent c'est pas de l'argent magique, il va falloir le rembourser, le payer. Et qui va payer? Malheureusement, c'est encore nous, c'est-à-dire effectivement les entreprises, les citoyens, les contribuables. Donc voilà, tout le problème est là, c'est qu'on a un manque de vista, un manque de vision économique. C'est ça, ce qui m'effraie, au-delà du déni de réalité, c'est le manque de vision. Vous voyez, c'est-à-dire on doit donner aux Français aujourd'hui une vision. Vous voyez, voilà, là on a un problème effectivement donc énergétique. C'est sûr que malheureusement, ça commence en Allemagne, ça va arriver en France. On va avoir des coupures. Il faut prévenir effectivement les entreprises, les Français. Elles seront peut-être organisées ou on va limiter. Alors on dit non, voilà, il faut rationner. C'est quand même pas sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on est dans la politique du rationnement, alors qu'on est quand même la 7e puissance mondiale. Il aurait fallu anticiper tout ça, justement, développer des nouvelles sources d'énergie. On nous dit, on va remettre les réacteurs nucléaires en marche. OK, sauf que le président d'EDF, qui sait de quoi il parle, justement, parce que c'est lui qui dirige tout ça, il nous dit, mais moi je veux bien, mais j'ai pas la main-d'œuvre. Eh bien oui, parce qu'on n'a pas arrêté de dire on va réduire l'industrie nucléaire, on va même réduire tout court l'industrie. Donc on veut réindustrialiser, mais attendez, il faut de la main-d'œuvre, il faut une population qui sache le faire, qui soit formée pour le faire. Et ça, on ne l'a pas. Donc on ne va pas l'avoir en 5 minutes. On ne va pas importer effectivement des professionnels du nucléaire en 5 minutes. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète, ce manque de vision. Qui va nous coûter très cher. Alors c'est pas, il faut être honnête, c'est pas que Macron, ça fait des années que ça dure, malheureusement. Et sauf que là, on arrive à la fin de l'histoire où on arrive face au mur et il faut réagir. J'allais oublier, autre élément important, c'est bien sûr, peut-être on va en parler, c'est la crise de l'euro, bien sûr, parce que l'euro ne cesse de baisser. Ça, c'est dangereux parce que quand l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, notamment les matières premières qui sont libellées en dollars. Donc là, par exemple, le pétrole est en train de baisser sur les marchés internationaux, mais comme l'euro baisse également, la baisse du pétrole, on ne la voit pas trop.
Voyez, donc c'est ce qui fait que l'Europe aujourd'hui est quand même en grand danger, sans parler des élections italiennes du 25 septembre. Alors là, c'est même la zone euro qui est en Ouais. danger. Vous voyez que voilà, et encore une fois, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on essaie aujourd'hui de culpabiliser les Français en disant voilà, attention, vous consommez trop, faites ci, faites ça. Non, mais tout ça, hein, comme on l'évoquait dans votre première question, c'est le résultat, la conséquence des erreurs de stratégie, donc politique économique et monétaire en France et dans la zone euro. Je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants devraient faire leur mea culpa, devraient dire qu'ils se sont trompés et qu'ils n'ont pas été justement à la hauteur de la situation. Oui, moi je me souviens, on parle du manque de vista. Il y a une vidéo qui tourne énormément sur les réseaux sociaux en ce moment d'un discours de Donald Trump qu'il avait fait aux Nations Unies. Alors je suis pas trumpiste, hein, mais il fait un discours aux Nations Unies et il dit aux Allemands, écoutez, vous êtes en train de vous mettre dans la main des Russes avec le gaz. On voit la délégation allemande qui se fout de la gueule de Donald Trump, mais incroyable. Et quelques années plus tard, bah voilà, effectivement, ils étaient dans la main des Russes et aujourd'hui ils doivent réouvrir des centrales au charbon. Et qui fournit le charbon? Bah, les Russes, parce que c'est aussi les Russes qui ont le bois. Donc c'est le premier exportateur mondial de charbon. Donc voilà, même problème. Non, mais le drame, si vous voulez, là, bien sûr, c'est une erreur stratégique, mais le gros problème de l'Allemagne, c'est que nous, jusqu'à présent, la zone euro a avancé, il faut le dire, d'un point de vue économique, hein, je parle, grâce à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la locomotive de la zone euro depuis 20 ans. C'est-à-dire celle qui amène la plus grosse croissance et donc qui tracte le train, si vous voulez. Sauf que si la locomotive s'arrête, ben, le train s'arrête. Ouais, le PIB allemand, c'est 33% du PIB de la zone euro. Donc c'est qu'on se dit, ah, ben, voilà, tant mieux pour les Allemands, ça leur apprendra, etc. OK, sauf que, attention, on va avoir des impacts chez nous, bien entendu. Et ça commence déjà, vous voyez, ce matin, au moment où on fait cette interview, il y a le déficit extérieur français qui vient d'être publié. Et on a à la fois les importations qui augmentent à cause, évidemment, des cours énergétiques, mais on a surtout les exportations qui baissent. Et ça, effectivement, c'est très dangereux. Et donc, comme le premier partenaire, justement, c'est l'Allemagne, eh bien, évidemment, si l'Allemagne s'arrête, on va tous, évidemment, en pâtir. Puis après, il y a un autre problème. C'est que tant que les Allemands, ça allait bien chez eux, bon, bah, ils étaient prêts à sauver la Grèce, ils étaient prêts à aider un peu tout le monde, etc., la planche à billets et autres. Sauf que maintenant qu'ils n'ont plus les moyens, effectivement, ben là, ils vont taper du poing sur la table. Il n'y a qu'à lire aujourd'hui la presse allemande, qui est extrêmement violente à notre égard, si vous voulez, et à notre égard des Français notamment. Alors, je ne parle pas des Italiens et des Grecs, etc. Donc ça, c'est très dangereux parce que dire que la zone euro, qui normalement est un jeu coopératif, est en train de devenir un jeu non coopératif. Et ça, c'est très dangereux. Oui, et même en interne, ils sont en train de s'écharper, les Allemands, sur les problèmes énergétiques qu'ils ont et ils vont peut-être se réconcilier entre eux sur notre dos à nous. Donc c'est voilà, le risque, effectivement, c'est le risque. C'est vraiment un gros problème. Et alors, du coup, bon, on voit bien que la France est au bord du gouffre. C'est d'ailleurs un des chapitres de votre livre. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année Alors, comment vous voyez l'évolution de notre situation d'ici la fin de l'année, en fait? Alors, il faut toujours garder l'espoir. D'ailleurs, c'est ce que je mets dans le livre. J'ai terminé le livre en disant restons optimistes, mais réalistes. Parce qu'il faut aussi être réaliste. Et d'ailleurs, j'ai même fait une fin alternative, vous savez, comme dans les blockbusters américains, justement pour dire attention, bon voilà, il y a la bonne fin, c'est-à-dire celle du courage, finalement, et on sort par le haut de la crise, puis celle où on continue la fuite en avant, et là, évidemment, ça veut dire peut-être même la fin de la zone euro. Du moins, en l'état, on aura toujours l'euro, mais il y aura une autre zone euro qui va se créer, donc ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, je pense que déjà, premier point d'achoppement, bon, bien sûr, il y a l'inflation qui va continuer, donc là, il y a des risques sociaux et sociétaux extrêmement élevés, parce que aujourd'hui, c'est vrai, quand on voit l'inflation française, on dit elle est à 6%, ok, mais pour les ménages modestes qui ont une part de l'alimentaire et de l'énergie qui est élevée, cette inflation est déjà à 12%. Donc c'est clair que là, on a un risque social et sociétal extrêmement fort. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, donc le 25 septembre, élection législative italienne. Donc selon les sondages, ce ne sont que des sondages, on verra bien, mais il pourrait avoir en Italie un gouvernement, une coalition europhobe, donc, et qui prône justement l'annulation d'une partie de la dette publique italienne. Vous voyez ce que ça veut dire? Ouais, donc là, mais il faut regarder leur programme, hein, c'est-à-dire, encore une fois, au-delà des aspects, on va dire, de société, d'un point de vue économique, ils veulent annuler une partie de la dette.
Comment on Mais fait? c'est faisable ça Non, d'annuler une non, partie de la dette c'est pas faisable parce que cette dette est justement détenue au bilan de la Banque centrale européenne, et puis surtout, elle est donc c'est une contrepartie de la masse monétaire. Donc si on la détruit, ça veut dire qu'il faut détruire de la masse monétaire. Donc c'est clair que l'ensemble des pays de la zone euro vont pas laisser faire. Ou alors tout le monde le fait, et ça c'est évidemment un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, après vous n'êtes plus du tout crédible, et là les taux d'intérêt explosent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la dette publique italienne est attaquée. Hein, il y a des fonds spéculatifs notamment qui disent que ça ne tiendra pas. Et donc les taux d'intérêt augmentent. Hein. Donc là, alors, sauf que comme la Banque centrale européenne agit, elle essaie de contrecarrer ce mouvement, les taux d'intérêt ont augmenté, mais on est autour des 3, 6, 3, 8% de taux d'intérêt à 10 ans. Donc c'est quand même beaucoup. Je rappelle qu'on était à 0,5 il y a quelques mois. Hein. Ouais. Donc c'est quand même assez lourd à supporter. Nous, en France, on est à 2,2. Les Grecs sont à 4,3, 4,5. Donc c'est des niveaux de taux d'intérêt qui commencent à devenir dangereux. C'est plus le quoi qu'il en coûte qui coûte rien. Hein. Et donc, si effectivement demain, on dit on annule la dette, c'est clair que la BCE, elle ne va pas l'acheter, cette dette. Donc les taux d'intérêt vont augmenter encore plus. Et à partir de là, ça va générer une récession dramatique. C'est ça le problème, c'est pas l'annulation de la dette. Bon, déjà, techniquement, c'est très compliqué, mais admettons, par miracle, qu'on y arrive. Après, c'est la suite qui est dangereuse. C'est-à-dire que les taux d'intérêt vont flamber, et donc là, on aurait une récession, je dirais, dramatique. Il ne faut pas se leurrer. Hein, quand tous les pays qui ont fait ça, ils se sont mis au banc des nations pendant plusieurs décennies. Hein, regardez l'Argentine, le Brésil, le Mexique, etc. Même la Russie, hein, si vous voulez, en 98, hein, à l'époque. Et donc, si ça nous arrive, la zone euro ne pourra pas tenir, ça c'est sûr. On peut annuler sa dette que si on n'a pas à emprunter derrière, quoi. Sinon, s'il faut voilà, réemprunter derrière, les gens disent attendez, le risque est énorme, on va vous mettre un taux d'intérêt fou. C'est vrai que ce qu'on entend parfois, on dit bon, admettons, c'est d'ailleurs ce que je prône parfois, souvent je titille un petit peu, je dis faites attention parce que les gouvernements pourraient être très tentés de ponctionner sur l'épargne, etc. Bon, ils ne vont pas le faire, mais ça c'est vraiment en dernier recours. Mais si jamais ils le font, ça sera un fusil à un coup, ils ne pourront pas le refaire une deuxième fois parce qu'ils seront complètement discrédités, il y aura un exode fiscal dramatique. Donc là c'est pareil pour la dette. Si vous arrivez à le faire, bon, une fois, après c'est fini. Donc bien sûr, si on dit, bon, on a ponctionné sur les comptes, on a annulé la dette, et qu'après ça redémarre de façon formidable, à la rigueur, bon, ça pourrait s'accepter, mais ça ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, parce que comme les taux d'intérêt vont flamber, on sera dans une récession dramatique. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un corner, c'est-à-dire on est vraiment dans un piège dans lequel on a fait nous-mêmes, si vous voulez. Hein. Quand je dis nous, c'est pas nous, c'est les dirigeants, évidemment. Et donc, ce qui veut dire que ça va être compliqué. Donc, il faut espérer que la guerre en Ukraine s'arrête, par exemple. Et ça pourrait être, c'est un peu le paradoxe. C'est le meilleur moyen d'affaiblir la Russie, ce serait que la guerre s'arrête. Oui, parce que si la guerre s'arrête, les prix des matières premières vont partir à la baisse, et donc les Russes auront moins de recettes financières. Vous voyez, c'est bête à dire, mais globalement, et nous, on aura moins d'inflation, donc on va redémarrer. Donc cette guerre, qui à mon avis aurait dû être évitée, on aurait dû tout faire pour l'éviter. Ben là, il faut encore plus aujourd'hui, je dirais, l'arrêter. Et puis même pour le peuple ukrainien, hein, je veux dire, il y a eu des milliers de morts, on ne sait pas, peut-être des dizaines de milliers de morts, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que bon, il faut que ça s'arrête, ça aussi, que quand ça peut continuer. Donc voilà, je me dis, il y a quand même eu des milliers de morts, voilà, et quelle sera l'issue finalement? On risque de se retrouver à la situation qui prévalait avant tout ça. Donc, vous voyez, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. C'est ça aussi, hein, je pense qu'on a un problème où les dirigeants du monde, finalement, ne sont pas à la hauteur de la situation. Ils n'étaient déjà pas vraiment pendant la pandémie. Et là, pareil, c'est ça en fait. C'est comme ça qu'on voit la grandeur des dirigeants. C'est comment ils savent gérer une crise. Donc là, comment nous, on a géré la crise? C'est pas compliqué, la fuite en avant. Le quoi qu'il en coûte. Allez, on y va. On dépense, c'est la BCE qui finance. C'est pas une stratégie, ça. Ouais, c'est pas une stratégie de long terme. Donc, quand on n'a pas une stratégie de long terme, après, il faut payer. Il faut assumer ses erreurs. Et le problème, c'est que c'est nous qui, effectivement, trinquons de par ce phénomène. Donc, gardons quand même l'espoir. J'espère justement qu'on va sortir de cette guerre, que les cours des matières premières vont baisser. Puis, vous savez, c'est malheureux à dire, mais quand on a une forte phase d'inflation, comme c'est le cas aujourd'hui, dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, même avant, hein, on sait très bien comment ça se termine. Quand il y a beaucoup d'inflation, une forte inflation, ça se termine toujours par une récession. C'est-à-dire que les prix ont tellement augmenté que ça casse l'activité, ça casse la demande, et après la demande baisse, et là aussi c'est la règle de base de l'économie, si la demande devient inférieure à l'offre, les prix baissent. Donc ça va se terminer comme ça à la fin, l'inflation bien sûr va baisser, mais sauf qu'on sera passé par la phase récession. Mais pour vous, d'ailleurs, on est déjà en récession. Hein. J'ai regardé 2-3 de vos vidéos, on est actuellement en récession. Hein. En gros, aux États-Unis, ils ont déjà eu 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Nous, on ne les a pas eus. C'est presque miraculeux. Franchement, des fois, j'ai l'impression que c'est David Copperfield qui fait les chiffres, si vous voulez, de la croissance en France et en Europe, parce que
là, on a une croissance au deuxième trimestre très bonne. Bon, sauf que les indicateurs avancés de la croissance, qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat notamment, montrent que, ben, ça y est, au troisième et au quatrième trimestre, donc 2022, le PIB baisse dans la zone euro surtout, en Allemagne beaucoup, en France c'est du zéro, légèrement négatif, grâce au bouclier encore une fois tarifaire, mais on est en quasi-récession si vous voulez. Donc oui, malheureusement elle est en train de s'installer, donc le seul moyen hein, c'est d'inverser la tendance sur les cours des matières premières, donc d'arrêter cette guerre et de retrouver le bon sens, hein, j'ai envie de dire, et de donner un peu de sérieux d'un point de vue budgétaire. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez donner du pouvoir d'achat, c'est pas compliqué, hein, vous baissez les charges qui pèsent sur les salaires, là, les salaires nets augmentent et vous baissez la CSG, et là que tout le monde paye, hein, tous les Français payent. Je rappelle que c'était un impôt temporaire hein, créé en 1991 par Michel Rocard, vous voyez, c'est temporaire qui dure longtemps. Et là, évidemment, ben, vous donnez du pouvoir d'achat. Par contre, pour faire ça, il faut aussi baisser les dépenses. Et, voilà, et ça, on ne sait pas faire. En France, on ne sait pas faire. Alors, je ne dis pas baisser les dépenses sociales, mais baisser les dépenses de fonctionnement, qui augmentent de 10 milliards d'euros par an en moyenne depuis 15 ans. Donc voilà. La solution est connue, hein, je l'ai dit dans le livre, d'ailleurs, je l'écris, je l'ai dit dans mes vidéos, et ça avec vous également. Et voilà, simplement, il faut avoir le courage de le faire. Donc c'est tout simplement, on est dans un problème aujourd'hui de courage. D'accord. Et donc les solutions pour sauver, je vais citer encore un paragraphe, un chapitre de votre livre, Sauver notre douce France. C'est quoi les solutions actuellement? C'est revenir à une gestion de bon père de famille, arrêter la guerre. Enfin, quelles sont les solutions assez concrètes qu'on pourrait prendre? Les solutions, effectivement, que j'ai évoquées, c'est d'abord le premier choc, c'est ce que j'appelle je dirais une thérapie de choc, mais bienveillante. C'est-à-dire, c'est pas la rigueur, hein, bien entendu. Il faut être bienveillant. Donc, pour être bienveillant, il faut déjà donner du pouvoir d'achat. Donc, pour ce faire, il faut baisser les impôts. Ça tombe bien, on est numéro 1 du monde en termes d'impôts, donc il y a plein de choses à baisser. Ce que je veux dire, c'est facile, j'ai envie de dire. Donc, baisser, tout à l'heure j'évoquais la CSG, baisser, bien sûr, l'impôt sur les sociétés, pour évidemment redonner une dynamique. On veut réindustrialiser, mais si on maintient les niveaux d'imposition des entreprises, ils ne vont pas réindustrialiser, c'est évident. Donc, ça, c'est on va dire les deux mesures phares. Dès le début, c'est les premières mesures qu'il faut prendre pour relancer la confiance. À partir de là, vous réduisez les dépenses de fonctionnement, vous baissez également les charges qui pèsent sur les salaires, donc ce qui fait augmenter les salaires nets, et donc, mais qui ne revêt pas de coût pour l'entreprise, hein, donc ça c'est quand même assez important. Ensuite, effectivement, on assouplit le marché du travail, on enlève ces 35 heures, là, on laisse faire aux Français ce qu'ils veulent. S'ils veulent travailler 35 heures, ok, travaillez 35 heures, mais vous serez payé 35 heures. Et ceux qui veulent travailler plus, ils auront effectivement un salaire plus élevé. Augmenter la participation, l'intéressement des entreprises, des salariés dans les entreprises, vous voyez, créer du lien social, développer bien sûr l'innovation, parce que c'est la clé de l'avenir, c'est que comme ça qu'on va s'en sortir. Hein. Pour sortir effectivement du réchauffement climatique, justement, je fais un chapitre sur ça, c'est au travers de l'innovation. Bien sûr, il faut consommer certainement différemment, mais il faut surtout innover. Hein, je veux dire, si on avait innové justement dans les nouvelles technologies de l'énergie il y a déjà 10 ans, 15 ans, on ne serait pas là aujourd'hui avec cette crise, on pourrait gérer cette crise, sauf que là, on ne l'a pas fait. Hein, on avait des intentions, c'est vrai, très bonnes intentions, mais qui n'ont pas été suivies d'effets. Donc c'est ça le gros problème. On est très bon pour donner des bonnes paroles, mais pour les actes, c'est plus compliqué. Donc ça, voilà. On finance effectivement également cette innovation en créant des fonds d'investissement spécialisés qui financeront également la retraite, parce que ça aussi, cette retraite, elle n'est pas du tout financée, donc ce qui permettra de mieux allouer effectivement donc ces fonds d'investissement pour l'innovation, avec bien sûr une défiscalisation pour ceux qui investissent dedans. Et puis bon, il y a un dernier point que j'évoque également dans le livre, c'est, enfin dans les mesures hein, pour sauver notre douce France, c'est, je pense, développer la culture économique des Français. Je pense que le gros problème qu'on a en France, c'est qu'on a une culture de lutte des classes, évidemment, et donc dès qu'on parle d'économie, voilà, là on a tout le débat sur les super profits, etc. On a l'impression que ça va ramener des centaines de milliards. Je veux dire, dans le meilleur des cas, déjà il faut pouvoir taxer des profits qui sont faits à l'étranger, mais ça c'est un autre débat. Même si on y arrive, ça va ramener quoi, 2, 3, 4 milliards vous voyez, d'euros, alors que ne serait-ce que le bouclier tarifaire, ça coûte 25 milliards. Bon, voyez donc, mais on est dans la lutte des classes. Il y a les méchantes entreprises, il faut les faire payer, il y a des méchants profiteurs, ok. Donc, mais n'oublions pas que 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. C'est ça l'entreprise en France. Et beaucoup d'entreprises, j'en vois tous les jours, des PME, des TPE, qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts chaque mois. Donc, ouais, donc c'est pas des profiteurs de la crise. Il faut arrêter comme ça de vouloir trouver des boucs émissaires. On est tous dans le même bateau. Donc là, ça veut dire, voilà, il faut développer la culture économique. Alors nous, c'est ce qu'on fait effectivement, vous et moi, sur YouTube
moi également sur d'autres médias, quand on me laisse parler et dire ce que je veux, hein, mais bon, globalement ça va. Mais c'est sûr, bon, j'ai des émissions que, par exemple, je faisais à une époque, je ne vais pas donner de nom, hein, qui m'ont blacklisté et qui ne veulent pas que je vienne parce qu'ils ne veulent pas que je dise la vérité. C'est quand même assez incroyable. Hein. Alors, heureusement, je fais quand même toujours quelques médias, on va dire grands médias, heureusement, parce qu'ils ont besoin, on a besoin de dire la vérité. Donc, moi, je maintiens, ça fait 25 ans que je fais ça, je suis toujours là. Et donc, voilà, c'est le but aussi de l'économiste, parce que il y a aussi une responsabilité des économistes. Hein. Quand on apprend que certains économistes sont payés pour dire du bien d'une entreprise, donc voilà, et sans le dire évidemment. Et on découvre ça après, oh là là, non, c'est pas bien, c'est normal. Ben oui, non, c'est pas bien. Il faut être transparent, vous voyez. Ou des économistes qui sont marqués politiquement, etc. C'est pas bien ça aussi, entre guillemets. Ou alors il faut le dire. Comprenez. Mais sinon, nous, on veut du bon sens. L'économie, c'est du bon sens. Donc, si on met en place du bon sens, de la culture économique, là, on sauve la France. On sauvera la France, j'en suis persuadé. Je pense qu'en tout cas, c'est encore possible. C'est vrai que ça fait 15 ans que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, et il faut le dire, je suis déçu, parce que c'est vrai que ça n'a pas porté vraiment ses fruits, parce qu'on est dans le déni de réalité, et les dirigeants français n'ont pas le courage de prendre les mesures qu'il faut. Oui, je pense qu'on bougera quand on aura l'épée dans le dos, j'ai l'impression. Ah, ben là, elle y est presque, à mon avis. Elle n'est pas rentrée, elle n'est pas loin. Elle nous touche quand même. Hein. Elle n'est pas loin, mais tant que le FMI n'est pas à notre porte, on touchera à rien. Mais ça sera trop tard. Là, par contre, pour le coup, ça sera trop tard. Parce que là, après, vous savez, quand on a vraiment, quand on risque le défaut. Moi, je donne souvent l'exemple de la Grèce, parce que je connais très bien la Grèce. Depuis des années, je vais là-bas faire des conférences, etc. Et donc, j'ai vu la Grèce dans l'opulence. Et après, j'ai vu la Grèce dans l'effondrement, parce que justement, on a voulu absolument faire en sorte que la Grèce soit dans la zone euro, reste dans la zone euro, alors qu'elle pouvait pas, elle n'avait pas les moyens de le faire, tout simplement. Quand elle avait un euro à 1,60$, alors que le niveau d'équilibre de l'euro pour les Grecs, c'est 0,70$ pour un euro, ils ne pouvaient pas supporter, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a puni les Grecs, c'est vraiment dommage. C'était également les dirigeants politiques grecs, c'était une fuite en avant, et ça, c'est dramatique. Et rendez-vous compte qu'aujourd'hui où nous parlons, le niveau du PIB grec, ça veut dire la richesse grecque, donc hors inflation, est, tenez-vous bien, 27% inférieur au niveau qu'ils avaient en 2007. Vous vous rendez compte ? Ah oui. Eh oui, c'est-à-dire que le niveau du PIB grec aujourd'hui, c'est le niveau qu'ils avaient en 1998. Vous vous rendez compte ? Ah oui, 24, vous êtes 24 ans en arrière. Bon, ça nous rajeunit, ça c'est sûr. Mais à part ça, c'est clair que d'un point de vue du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec votre niveau de vie 24 ans en arrière, ça fait mal. Et vous allez en Grèce aujourd'hui, j'y vais encore. Malheureusement, j'ai de moins en moins de clients, c'est vrai, mais j'y vais quand même parce que c'est un pays formidable. Et on voit, ça fait de la peine. On sent là, on voit ce que c'est que la décroissance. Là, on voit ce que c'est que la déflation et la décroissance, surtout, que ça crée de la misère. Et donc, c'est ça qu'on veut. C'est ce qui va se produire. Hein. Si on ne prend pas très vite le taureau par les cornes, c'est ce qui va se produire. C'est ce qui peut en tout cas se produire chez nous. Moi, j'ai l'impression même qu'on y va volontairement. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus pessimiste que vous. Hein. Je suis beaucoup plus pessimiste que vous parce que je crois qu'on y va volontairement. C'est-à-dire que quand on a une ministre de l'écologie, je crois, il me semble que c'est Agnès Pannier-Runacher qui nous dit le but, c'est en 2035 de dépenser 40% d'énergie en moins. Oui, non. Bah, non, mais c'est forcément décroissant, il n'y a pas d'autres possibilités. Non, mais le problème, moi, ce qui me gêne, je faisais un débat ce matin, je pense, sur BFM TV, c'était amusant, parce que bon, c'est des ayatollahs, si vous voulez, hein, qui vous disent, ah bah non, voilà, il faut arrêter de consommer, il faut arrêter ci, il faut minuter votre temps sous la douche, enfin bon, c'est quoi cette affaire? C'est une dictature. Et on est passé d'une dictature sanitaire à une dictature, je sais pas, climatique, je sais pas trop. Bon, alors qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens, notamment en termes d'innovation. Alors, certainement, il faut peut-être mieux consommer, peut-être moins de frénésie, ça c'est sûr, mais on ne peut pas comme ça. Et puis surtout, je trouve ça scandaleux. Vous savez, nous, on a eu le droit. La frénésie de consommation, c'est vous, moi, peut-être les ministres, les gens qui gagnent correctement leur vie. Il y a comme un paquet de Français qui ne sont pas dans la frénésie, qui est juste le fin de mois. C'est ce que j'allais dire. Moi, je viens des cités HLM d'Orly. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais ce que c'est que vivre petitement, entre guillemets. Donc, comment vous pouvez dire aux gens, ah ben là, l'insouciance et l'abondance, c'est fini? Mais il faut arrêter de rigoler, pour rester poli. C'est-à-dire que, attendez, moi, je suis en 70, j'ai connu que la crise. Alors, il y a eu quelques petites années en 98-2000 à la révolution Internet. Voilà, quand il y a des petites révolutions technologiques, ça va un peu mieux quelques années, mais ça ne dure pas.
Mais à part ça, on est en crise depuis 40 ans. Il faut arrêter de dire qu'il y a eu de l'abondance. Et alors ça, en plus, nous, entre guillemets, on est des pays riches, mais imaginez les pays émergents, les pays pauvres. Vous allez leur dire, attendez, ben non, maintenant ça suffit. Hein. Nous, on a eu le droit de croître pendant des siècles. Maintenant, vous nous rattrapez, vous vous arrêtez. C'est intenable. Vous savez que, je donne souvent ce chiffre, d'ailleurs je le dis dans le livre, c'est qu'effectivement, en 1980, il y avait à l'époque la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. C'est-à-dire avec moins de 1 dollar par jour, 50% de l'humanité. Et en 2019, avant la pandémie, c'est tombé à 8,5%. C'est formidable. Et donc ça, c'est un progrès humanitaire, grâce à la croissance, grâce à la mondialisation. Alors, peut-être qu'il y a eu des excès, c'est sûr, mais s'il n'y avait pas eu cette croissance, c'est sûr qu'on aurait plus de pauvreté. Et d'ailleurs, quand il y a eu la pandémie, quelques mois de blocage, donc de décroissance. Alors c'est vrai que c'était sympa parce qu'on voyait les animaux dans les rues, tout ça, des villes, c'était sympathique. Mais par contre, dans les pays pauvres notamment, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en quelques mois a augmenté de 200 millions de personnes. Donc ça va très vite. Et comme vous l'avez bien dit, François-Xavier, nous aussi on est concernés, même en tant que pays riche, parce qu'il y a beaucoup malheureusement de mal-être, de malaise social, même si on est un pays où on a énormément d'aide sociale, mais il y a quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui. Donc dire, ben non, on va vous restreindre, bon, ok, c'est peut-être un choix, d'accord, mais à ce moment-là, c'est un choix de riche, il faut dire le mot, c'est un choix d'enfant gâté, ok, mais par contre, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, puis aussi qui ont envie de rêver, c'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, alors il ne faut plus prendre l'avion, il ne faut plus voyager, c'est quoi? Alors voilà, il y a même quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'incroyable, sur Metaverse, dernièrement, je vous raconte l'anecdote parce que c'est incroyable. Alors c'est quoi l'argument de vente du métaverse? Ben, en fait, maintenant, comme on ne va plus pouvoir voyager, alors on va mettre son masque et puis on va voyager avec le masque. Donc là, c'est un film de science-fiction. Ouais. Et alors, dernière anecdote qui m'est arrivée là hier, je dois aller à Marseille demain. Donc, habituellement, vous savez, donc je fais l'aller-retour dans la journée, je suis désolé, faire une conférence, bon, ok. Et donc, habituellement, je prends l'avion. Alors, il y a ce qu'on appelle la navette, vous savez, Paris-Marseille, Paris-Orly-Marseille. Avant, il y avait un avion toutes les heures. Maintenant, il y a un avion toutes les 3 heures. Donc, j'appelle Air France, je dis, écoutez, je ne comprends pas. Et puis, il n'y a qu'Air France, en plus, qui fait le vol. Donc, je leur dis, écoutez, mais... Ah ben oui, c'est une obligation gouvernementale. Vous êtes sûr? On dit oui, on est obligé de limiter le nombre d'avions, parce que comme il y a le train à côté, donc pour dissuader finalement les gens de prendre l'avion. Alors évidemment, les avions sont pleins, et les prix des billets, bien sûr, flambent, et donc c'est incroyable. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait, mais ça a déjà commencé. C'est ça qui est dangereux. Cette dictature a déjà commencé. Et donc, heureusement, on a la chance d'être dans une démocratie en France. Une démocratie, effectivement, au moins des idées, ça c'est déjà pas mal, hein, si vous voulez, la liberté de penser, comme disait Florent Pagny, c'est vrai que c'est important. Mais moi, ma crainte, c'est qu'on a une certaine dérive, parce que ce reset 2, justement, je dis attention, on s'est fait avoir une fois avec la pandémie, il ne faut pas se faire avoir 2 fois maintenant, avec, je dirais, voilà, ce rationnement. Vous vous rendez compte, ce terme, rationnement, c'est un terme de la Seconde Guerre mondiale, donc où on est quand même la 7e puissance mondiale. Pas oublier, nous, la France, on est toujours, ça a baissé, avant on était 5e, maintenant 7e, mais globalement, attention, ça veut dire qu'on est en train aujourd'hui de prendre des risques sur l'avenir de nos enfants, finalement, de nous et de nos enfants. Oui, c'est vrai que le terme de rationnement m'avait choqué, parce que on n'a même pas commencé la guerre, on est déjà dans la situation de 1942. Quoi. On n'a pas commencé la guerre, on a déjà perdu. C'est incroyable. Il faut surtout espérer qu'on n'aura pas de guerre, parce que là... oui, non mais c'est complètement ridicule quoi, de nous mettre là-dedans. Et encore une fois, enfin, évidemment, pour certaines personnes qui nous écoutent, nos problèmes d'avion, ça peut choquer, mais nous, on arrive à les régler, nos problèmes, parce qu'on fait partie de la classe moyenne supérieure, on gagne correctement notre vie. Ceux qui n'arriveront pas à régler leurs problèmes, c'est ceux qui habitent dans des HLM et qui ont du mal à joindre les deux bouts, et eux, ils vont avoir énormément de problèmes à continuer à vivre leur fin de mois, parce que ça sera de plus en plus dur, uniquement parce qu'on a des décisions d'État qui nous amènent doucement vers une décroissance. Moi, si vous voulez, j'ai aucun entre guillemets, j'ai aucun état d'âme à parler d'avion, parce que moi, j'ai vécu de 0 à 25 ans dans une cité HLM d'Orly. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mon bilan carbone sur toute ma vie, c'est pas celui du joueur du PSG. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous voyez, c'est un truc de fou. On est peut-être face à une crise historique, peut-être même à une guerre, on ne sait pas trop, et on ne parle que de l'affaire du PSG qui ont pris l'avion, etc.
c'est quand même pas sérieux. Attendez, ça, moi je compare ça, si vous voulez, à l'orchestre qui joue de la musique dans le Titanic. C'est-à-dire, on a des problèmes existentiels, presque. Peut-être la zone euro va exploser demain. Et nous, on est en train de se prendre la tête, entre guillemets, pour savoir est-ce qu'ils ont bien fait de prendre l'avion le joueur du PSG. Non, franchement, c'est pas sérieux. Parce que je veux dire, mais moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ce manque, justement, de bon sens. On est en train de perdre le bon sens, et ça, c'est très inquiétant. Oui. Et donc, bon, donc on voit que ça va plus ou moins bien se passer, qu'on est vraiment au bord du gouffre et qu'on espère. Enfin, il y a des pistes pour sauver la France, mais on ne sait pas si elles vont être suivies. Mais nous, directement, comment protéger notre épargne ou comment épargner même aujourd'hui pour ceux qui ont un petit peu d'argent devant eux, qui ont peur des bulles boursières, des bulles sur les cryptos. Bon, on en avait parlé la dernière fois des bulles sur les cryptos et on n'avait pas peur. Vous avez vu l'affaire de la Bulgare, là, une dame bulgare là, qui a détourné 4 milliards de dollars avec le OneCoin. Vous avez suivi ça? Ah oui, non, j'avais pas vu. C'est encore incroyable. 4 milliards. Il y a eu quand même eu, je ne sais pas combien de personnes, alors peut-être qu'il y avait de la mafia aussi dedans, j'en sais rien. Il y a quand même 4 milliards de dollars qui ont disparu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une arnaque incroyable. Sur le OneCoin qui était censé être la nouvelle crypto-monnaie qui allait battre tout le monde, vous voyez, ça aussi, c'est quand même bon. Il faut rappeler le bon sens quand même, les enfants. Il faut se réveiller. Hein. Mais du coup, où est-ce qu'il faut dans quoi il faut qu'on mette notre argent ou mettre l'argent qu'on va maintenant essayer d'épargner? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour un épargnant? Moi, j'ai envie de dire très simplement, ça dépend de son horizon d'investissement. C'est vrai que si c'est de l'argent sur lequel on compte, c'est-à-dire dont on va avoir besoin rapidement, il faut rester très prudent. Donc, je sais que c'est pas flamboyant, etc., mais il faut rester le plus liquide possible. Ça veut dire, bon, même si les taux de livret montent un petit peu, bon, c'est pas grand-chose, c'est moins que l'inflation, c'est vrai, mais au moins on perdra pas d'argent. Donc ça, c'est pour le court terme, on va dire. Par contre, sur le moyen terme, bon, c'est clair qu'il va y avoir des opportunités sur les actions, sur l'immobilier qui commence à baisser, qui va baisser effectivement de plus en plus. Bien sûr, toujours un peu d'or ou de métaux précieux, ce que j'appelle la poire pour la soif. En plus, l'or a un petit peu baissé, donc bon, il faut en avoir 10-15% de son portefeuille. Voilà. Et garder cette vision de long terme, bien sûr, sur les actions, c'est-à-dire qui donnent des dividendes. Hein, on se rémunère grâce, effectivement, aux dividendes. Puis sur l'immobilier, sur le long terme, là aussi, je pense qu'il y aura une baisse de 15% des prix de l'immobilier. Hein, je l'ai déjà dit, ça a déjà commencé. Hein. Oui. Là, je regarde un petit peu les prix sur Paris, là, dans toutes les agences en ce moment. Je vois très bien la différence. Hein. C'est-à-dire qu'on était à 11 000 € du mètre carré en moyenne l'été dernier, enfin l'été donc 2021. Là, on est autour des, je dirais, des 10 000 €. Hein, bon, c'est une moyenne, il y en a plus, il y en a moins, mais je vois bien que ça a quand même bien baissé. Hein, donc on ne va pas trop le dire. Il y avait une étude en juillet-août qui indiquait que les prix sur Paris avaient baissé de 7%. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Là, surtout, ça fait 8 mois consécutifs que ça baisse. C'est nouveau. Oui. On n'avait pas vu ça depuis au moins 10 ans. Vous voyez. Et donc aujourd'hui, bon, voilà, les prix baissent, c'est normal, parce que comme les taux d'intérêt augmentent, évidemment, les ménages ne peuvent pas s'endetter davantage, et donc ils n'ont pas les moyens, je dirais, d'acheter. Donc il faut ajuster le prix. Les prix ont été trop loin. Mais une fois que ça aura baissé encore, je pense, de 10 à 15%, ça repartira évidemment vers le haut. Sauf si, évidemment, il y a le scénario du FMI que vous évoquiez tout à l'heure, où là, mais sur... Oui, là, il n'y a rien à faire. Là. Il faut... Oui, là, bref. Si on en est au FMI, il faut avoir de l'or et puis attendre. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir cette poire pour la soif, toujours avoir un petit peu d'or, mais on garde quand même cette vision de long terme sur des belles entreprises au niveau international. Je l'avais évoqué d'ailleurs avec vous, je crois, la dernière fois, hein, également tout ce qui est obligations indexées sur l'inflation. J'espère que les auditeurs nous ont écoutés, parce que c'est vrai que ça a bien fonctionné. Ça coûte cher à l'État français, mais pour l'épargnant, c'est pas mal. Hein. Je rappelle le principe, c'est que ça suit l'évolution de l'inflation. Comme l'inflation va encore un petit peu augmenter, elle va baisser en 2023, mais là on a encore quelques mois d'augmentation de l'inflation, donc bon, pourquoi pas un petit peu en mettre, donc il ne faut pas hésiter. Il faut garder toujours, je pense, un peu de franc suisse, hein, même s'il est très cher maintenant, parce que l'euro a beaucoup baissé par rapport au franc suisse, mais ça aussi c'est une valeur refuge, voire un peu de dollar également. Voilà. Mais sinon, sur le long terme, actions, immobilier, or, ça reste quand même les trois vecteurs principaux d'investissement. D'accord. Eh ben, Marc Toiti, merci. Donc, je rappelle votre livre Reset 2, et puis je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller l'acheter. Oui, merci. Non, il fonctionne très bien. Là, je voyais regarder tout à l'heure, depuis qu'il est sorti, il est numéro 1 des ventes des essais économiques sur Amazon. Donc, c'est bien. Comme quoi, la vérité, d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai dédié le livre à celles et ceux qui recherchent la vérité.
Et Bon. si, alors, juste un dernier point sur le livre, c'est vrai qu'il y a une innovation, parce que moi j'aime bien l'innovation. Il est que, en fait, dans mes livres, souvent je mets des graphiques pour justement étayer du discours, pour voir que c'est pas juste un Mm. discours, c'est une réalité. Et là, donc, avec l'éditeur, on a trouvé donc une solution pour mettre à jour les graphiques. C'est-à-dire avec votre téléphone, donc il y a une application à charger, vous verrez, c'est écrit dans le livre, et hop, vous cliquez sur les graphiques, et tous les graphiques sont mis à jour seront mis à jour, ils sont déjà, hein, pendant 2 ans. C'est-à-dire que le livre restera d'actualité pendant 2 ans, et même certains chapitres également, je vais les ajuster. Vous voyez, par exemple, entre-temps, depuis que j'ai fini le livre, il y a eu la crise de Taïwan, donc j'ai ajouté un chapitre sur Taïwan, et puis évidemment, on ajoutera sur les élections italiennes, etc. Voilà, pour garder ce que j'appelle un livre vivant, c'est-à-dire finalement qui évolue avec le temps. Donc voilà, c'était une demande également que j'avais beaucoup. On me disait, oui, mais vos graphiques, c'est bien, mais comment on peut les récupérer, etc. Voilà. Sur le livre, ils y sont. Enfin, il n'y en a pas tous, il y en a d'autres, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Mais je pense que, vous voyez, il faut, encore une fois, un moyen de créer de la nouveauté avec la technologie. Pour moi, c'est ça l'avenir. C'est pas la décroissance, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est l'évolution technique. Ouais. Évolution technologique, tout à fait. Ouais. Bon, bah, Marc Toiti, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci avec à vous plaisir. qui nous avez regardé. Bravo pour votre réussite également. Bravo, vous êtes presque un exemple pour moi sur ma chaîne YouTube, parce que bon, je suis encore un peu loin de vous, mais je vais vous rattraper bientôt, hein, bien entendu. On fera une compétition. Un chapeau à ce moment-là. Je mettrai un chapeau également, comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.